Bonjour à tous, je me présente Maxime Villemer, je vais être aujourd'hui le modérateur du merveilleux webinaire qu'on va avoir aujourd'hui. Je vais juste vous mentionner qu'on va commencer dans 2 à 3 minutes environ, le temps de laisser les gens entrer dans le webinaire, puis par la suite on va passer au merveilleux webinaire avec tous les présentateurs, ça sera pas bien long. Donc, je répète, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on va commencer dans environ 1 à 2 minutes le webinaire, donc ça sera pas bien long. Nous allons commencer bientôt. Tu sais, Maxime, si il y a des limites dans le nombre de participants là, dans les webinaires comme ça? Enfin, La c'est limite, limité. oui, la limite est de 1000, donc je crois Ok. qu'on est correct là, oui. On S'il y a sait 1000 jamais. On personnes, sait jamais. s'il y a 1000 personnes aujourd'hui, on va être vraiment heureux, mais déjà là, on voit qu'on a quand même beaucoup de monde présent aujourd'hui, donc il fait beau, le printemps s'en vient, les gens sont textés, ils ont hâte et tout ça, donc je crois qu'on va être prêt à commencer. Donc, sans plus attendre, je vais me présenter moi-même, Maxime Villemer. Je suis conseiller aux ventes et marketing chez TCI. Ça fait plus de 2 ans que je travaille chez TCI, donc j'ai quand même un bon background au niveau des serres, la sériculture et tout ça. Aujourd'hui, vous êtes tous présents pour le fameux webinaire que tout le monde attend sur le potentiel de l'agrovoltaïsme au Québec. Aujourd'hui, on a plusieurs invités avec nous. On a ici, on a Fabien Douzou de l'Université Sherbrooke, qui va être un de nos présentateurs. On a aussi Patrick Goulet, qui est de l'ESQ, qui va être aussi un de nos présentateurs. On a Natacha Dany, qui va être une de nos présentatrices de chez TSI, que peut-être qu'ils en ont déjà vu auparavant dans d'autres webinaires qu'on a animés et tout ça. Et notre dernier présentateur, c'est Simon Lafleur de Sunbird, qui vont vous présenter là, en fait, le webinaire sur le potentiel de l'agrovoltaïsme au Québec. Moi, en fait, je suis le modérateur, donc si vous avez des questions, peu importe, vous pouvez les écrire dans la section chat en haut et tout ça, et puis on va y répondre à la fin du webinaire. Je vais pouvoir autoriser votre micro. Si vous voulez, vous pouvez simplement lever la main et poser la question de vive voix. Ça va me faire plaisir aussi d'autoriser votre micro. Aussi, n'inquiétez-vous pas, toutes les présentations, on va vous envoyer par la suite un courriel avec toutes les présentations qu'on va vous présenter et le lien pour revoir le webinaire si jamais vous avez manqué des bouts, si jamais vous voulez revoir des segments de la présentation et tout ça. Il y a un courriel qui va vous être envoyé par la suite avec toutes les informations. Donc, sans plus attendre, je vous laisse entre vos mains avec Natacha. Donc, Natacha, la parole est à toi. Natacha, par contre, ton micro est fermé. Excusez-moi, l'excitation, j'ai été un peu déconcentrée. Ben, en fait, juste rapidement prendre la parole quelques instants. C'est Fabien qui va commencer avec sa présentation. Juste vous dire que ça me fait plaisir que vous participiez en grand nombre à ce webinaire sur le potentiel de l'agrivoltaïsme au Québec. Donc, de plus en plus, on a des sollicitations euh, de toutes parts pour justement en apprendre plus sur le sujet, autant dans le domaine des serres qu'en agriculture en général. Je collabore avec Énergie solaire Québec. Patrick a souvent des demandes à cet effet-là. Fabien aussi avec l'Université Sherbrooke notamment. Et aussi notre collègue Simon de Sunbird Énergie. Donc, on va pouvoir être en mesure de vraiment bien couvrir le sujet aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est un moment parfait pour mettre la table sur le sujet. L'intention, c'est de créer un engouement autour de la question et de créer une communauté. Donc, vous allez être bien entendu invité là, à donner suite et puis à partager vos informations, qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à ça. Et voilà. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Fabien à débuter avec sa présentation.
Hop, voilà. J'espère que vous voyez ma présentation. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est bon? Oui. Super. Ok, bah, très bien. Ah, merci. Tout d'abord, bonjour, bonjour tout le monde. Moi, c'est Fabien Dossou. Puis je voudrais remercier Natacha là, pour l'organisation de cet événement, et puis aussi Patrick et Simon, là, les collègues pour ce séminaire, pour ce webinaire, je veux dire. Voilà, on est parti pour l'agrivoltaïsme. Moi, je fais partie de la plateforme 3IT Énergie, qui est sous la tutelle du 3IT, donc l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique, donc à l'Université de Sherbrooke. Et aujourd'hui, je vais vous parler de concepts, recherche et développement dans l'agrivoltaïsme. Et cette présentation a été préparée avec Émile Rousseau-Pinard, qui est aussi un étudiant en master à l'université. Voilà. Donc, on va y aller. Là, c'est parti. Je clique sur les bons boutons. Hop là, c'est bon, on va faire comme ça. Voilà, donc tout d'abord l'agenda, on va voir un peu les avantages de l'agrivoltaïsme, on va voir aussi plus précisément les technologies du photovoltaïque pour ce domaine, les modules, les matériaux cellules, les installations statiques et dynamiques. Et puis je vais surtout vous parler aussi de la recherche qui est faite dans l'agrivoltaïsme, qui est vraiment en pleine expansion et dont les universités sont très concernées par ça. Et enfin, quelques projets de recherche qui sont effectués. Alors, les avantages, on va dire dans les grandes lignes, ce que nous on voit dans l'agrivoltaïsme, c'est l'amélioration de la résilience des cultures, résistance aux perturbations. On optimise aussi les terres, on fait une meilleure rétention d'eau, je vais voir ça un peu plus avec les différents panneaux. Et puis, on peut aller aussi avoir un avantage dans la diversification des revenus pour les agriculteurs. On a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les panneaux photovoltaïques ont une énergie, une efficacité accrue grâce au refroidissement. Donc, ils fonctionnent mieux par temps froid. Et puis, l'agrivoltaïsme peut être aussi une belle niche pour, on va dire, un, un circuit, on va dire, virtueux avec le module, les modules photovoltaïques, c'est qu'ils peuvent servir en tant que seconde main, donc on va dire en fin de vie, dans l'implantation des champs. Donc là, par exemple, il y a une photo où ils ont fait un test avec différents panneaux, des nouveaux panneaux solaires et des anciens panneaux solaires, et il se trouve que la production n'est pas si affectée par les modules usagés. Hop là. Là, je parlais un peu des enjeux, plus vis-à-vis de l'agriculteur, parce que l'agrivoltaïsme, il faut savoir qu'on part avant tout du côté de l'agriculteur, et puis il faut respecter les échéanciers agricoles, donc tout ce qui est semis, les maladies, les récoltes, les rotations et les marchés. La géographie est très importante aussi dans les projets agrivoltaïsme. Chaque localisation est pertinente. Et puis l'itinéraire agricole, il faut le connaître vraiment complètement pour qu'on puisse intégrer au mieux le photovoltaïque sans gêner la culture. Euh, Tout projet peut être personnalisé, il y a aussi des finances à avoir. Et l'intérêt, c'est vraiment de produire de la qualité. Il faut prendre en considération dans un projet agrivoltaïque aussi l'intégration d'autres outils. Donc ça peut être l'irrigation, ça peut être des filets pour protéger les cultures, mais aussi des drones, des planteuses, des tracteurs, et puis même des logiciels agricoles. Voilà. En un mot, on va dire que le photovoltaïque doit au minimum être neutre à l'agriculteur ou à la culture, mais idéalement apporter un soutien. Voilà. On ne veut pas de points négatifs du photovoltaïque dans cette application. Au sujet des technologies photovoltaïques, là, une petite revue, c'est qu'on a un module photovoltaïque qui est composé de différents matériaux, cellules, et à la fin, on en fait un module. Il faut savoir que les technologies solaires sont de plus en plus diversifiées. Donc, on a des matériaux transparents, semi-transparents, on utilise beaucoup de verre, on utilise des polymères, des fines films ou du coating. Ils peuvent être légers, durables, on va dire que c'est vraiment quelque chose qui peut s'adapter partout. Et surtout, enfin, je vais faire un petit point sur le verre qui est très utilisé dans les panneaux solaires. Il faut savoir qu'il y a une grosse industrie derrière le verre. Donc, par exemple, là, sur le schéma, vous voyez que 5% est dédié au solaire en Europe, par exemple, l'industrie du verre. Mais cette industrie fait vraiment des gros efforts pour rendre le verre de plus en plus propre. C'est-à-dire qu'ils essayent d'émettre de moins en moins de CO2 pour la fabrication du verre, parce que la fabrication du verre engendre vraiment des montées en température, donc beaucoup d'énergie consommation.
On a les cellules qui peuvent être tout à fait différentes, qui viennent du lingot de silicium, monocristalline, polycristalline, mais aussi des couches minces qui permettent vraiment d'avoir des fines films, même semi-transparents, comme le silicone amorphe. Et puis, on a les perovskites qui sont arrivés depuis quelques années aussi sur le marché, où là, on a vraiment une technologie qui est en forte croissance, qui est le tandem, qui est une combinaison silicium-perovskite, et dont récemment, par exemple, Longi, c'est un fabricant de panneaux solaires qui est dans le top 10 mondial, il a fait un record à 34% d'efficacité. Et donc, en fait, on se rend compte que les modules deviennent de plus en plus performants. Donc, ça aussi entrevoit qu'on n'aura peut-être pas besoin d'installer des modules partout parce que ça prend de la place, mais peut-être à certains endroits, ils fourniront une énergie tout aussi équivalente. Et puis les modules, donc c'est vrai que pour l'agrivoltaïsme, on se concentre surtout sur du bifaciaux, des modules semi-transparents comme sur la photo. Et puis on peut avoir aussi du flexible, et puis tout est personnalisable. On peut avoir des changements de couleur et ainsi de suite. Voilà. Au niveau des technologies plus installation, l'agrivoltaïsme, on peut avoir des installations au-dessus des cultures, en statique ou en dynamique. On utilise du bifacial ou du semi-transparent. On peut avoir du un axe ou du deux axes, comme vous pouvez voir sur la photo là, de Agrivoltaïque Canada. Et puis, on peut aussi avoir des installations photovoltaïques entre les cultures. Et donc, pour ça, on va utiliser des modules bifaciaux, donc ils vont fonctionner des deux côtés. Et donc, sur la photo Next to Sun, par exemple, on voit le tracteur qui passe entre les panneaux photovoltaïques. Et là, c'est intéressant parce qu'on fait aussi un shift dans la production d'électricité. C'est qu'au lieu d'avoir un pic de production à l'heure du midi, eh bien, on va avoir un pic de production plus le matin et l'après-midi, ce qui répond vraiment à la demande de consommation. Donc, c'est vraiment intéressant. On a du solaire sur les serres, bien sûr. Et puis, là, j'ai mis entre parenthèses, on peut aussi avoir du solaire sur des bassins d'eau. Donc, c'est vrai que ça s'éloigne un peu de l'agrivoltaïsme, mais on va dire que c'est en lien avec les agriculteurs parce qu'on a besoin d'eau pour irriguer les champs. Et là, le solaire flottant peut avoir un intérêt. Donc, on va dire que les outils, les systèmes sont déjà disponibles. Il ne reste plus qu'à les déployer avec soin. Voilà. Et puis là, je vais plonger un peu plus dans le domaine de la recherche. Donc, en fait, on voit que depuis quelques années, la croissance est fulgurante. On a un intérêt vraiment mondial. Et puis, il y a de plus en plus de projets pilotes, des études de cas. Et ça est en partie dû grâce aux soutiens gouvernementaux qui sont à travers le monde. Donc là, vous pouvez voir sur le graphique le nombre de publications qui a grandi depuis ces 10 dernières années. On était à 0 en 2014, là en 2023, on est à 172, et puis ça va s'accélérer encore davantage. Il faut savoir que les publications, ça prend déjà plusieurs années d'études avant d'écrire un article. Donc, on espère qu'en 2024-2025, il va y avoir de plus en plus d'articles. Le domaine agrivoltaïsme est aussi très large en publication. On est, oui, très porté sur l'énergie, comme le graphique à droite. 22%, ça représente les papiers soumis. Mais on a l'engineering, les sciences environnement, l'agriculture, le biologique, et ainsi de suite. Donc, ça couvre vraiment toute une variété de domaines de publication dans l'agrivoltaïsme. Les grandes universités s'engagent vraiment dans ce domaine de recherche. Et puis là, je vais vous présenter par exemple le Fraunhofer Institute. Donc ça, il faut savoir que c'est un institut qui est mondialement réputé pour l'énergie photovoltaïque. Ils sont très bien cotés parce que c'est eux qui font les tests de certification des panneaux, par exemple. Et donc, ils ont une grosse notoriété. Et en plus de ça, ils s'investissent maintenant dans l'agrivoltaïsme. Et donc, là, par exemple, ils font Electricity and Agriculture. Il y a aussi l'université de Wageningen, Wageningen, je ne sais plus trop comment on le prononce, là, aux Pays-Bas, mais qui a une grosse notoriété. Et puis, par exemple, eux, ils travaillent sur justement avoir une meilleure définition de l'agri-PV. Donc, voilà. Et aussi, par exemple, en Australie, on a vraiment partout dans le monde des universités qui se plongent dans le domaine parce que l'agrivoltaïsme est propre au climat. Donc, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Là, un peu plus de données aussi au niveau de la recherche dans le domaine de l'agrivoltaïsme. C'est un sujet en fait qui
étroit, mais qui se précise et qui devient de plus en plus pointilleux. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'avait que quelques mots ou quelques études de cas. Maintenant, on a des thèmes qui sont de plus en plus précis. Donc par exemple, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de certaines cultures, des systèmes vraiment très spécifiques pour contrôler les axes, par exemple. Et puis, dans chaque grand domaine, les cluster thèmes, on a vraiment des titres de plus en plus précis et vraiment particuliers pour l'endroit ou pour la technologie utilisée, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un domaine qui devient très pointilleux dans la recherche. Et il faut savoir que les publications, bah, elles émanent principalement des États-Unis. Donc, ça, c'est intéressant parce que, étant donné qu'on est au Canada, on n'est pas très loin. Donc, voilà. Et puis, partout à travers le monde, on a bien sûr la Chine, mais la France, le Japon, l'Australie, tout le monde vraiment participe à la rédaction d'articles scientifiques dans ce domaine. Là, je vais parler rapidement sur quelques projets qui se font en agrivoltaïsme, des projets de recherche. Donc, par exemple, au Canada, il y a la Western University avec le professeur Joshua Pierce qui fait vraiment de la recherche sur du indoor et outdoor avec des panneaux solaires assez uniques qui peuvent contrôler, on va dire, la longueur d'onde qui traverse. Et sa recherche porte sur le partage de la lumière, sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Ils ont construit un agrotunnel, par exemple, de 1000 pieds carrés. Et à l'intérieur, ils peuvent aussi évaluer les lumières, les LED et tout ce qui est eau, pompe à chaleur sont alimentés par de l'énergie solaire. On a par exemple un autre projet un peu plus dans le sud, au Massachusetts, où là, ils ont combiné le solaire avec la production de foin. Donc là, ils ont vraiment fait un système particulier qui doit être à 10 pieds de hauteur, qui doit bien sûr convenir aux engins pour récolter le foin. Et ils se sont rendus compte qu'ils font des coupes 3 fois par an, comme les autres champs qui n'ont pas de solaire. Et ils ont réussi à récolter 4,5 tonnes de foin. Donc c'est intéressant de combiner l'agrivoltaïque avec ce type de culture. Et là, un autre projet de recherche, ou plus une plateforme, c'est OpenAI. Et donc là, on a accès à un outil qui a 3,4 pétaoctets de données. Donc c'est vraiment une grosse base de données où on peut trier exactement les projets agrivoltaïques. Donc on peut choisir la culture, l'habitat, le pâturage, faire un filtre et voir un peu où sont les projets. On peut aussi trier en fonction des technologies, s'il y a du monofacial photovoltaïque, du bifacial, et puis par la taille des systèmes, donc 1 méga, 5 mégas, et ainsi de suite. On peut même varier aussi la structure, c'est un axe ou 2 axes. Donc c'est vraiment des projets aussi de recherche où on voit que le domaine s'intensifie et on peut avoir de plus en plus de données vis-à-vis de ça. On a eu ici le projet Canberries, dont l'étudiant Émile a travaillé, a fait sa thèse de master, où là, c'était l'intégration de solaire dans une serre pour la croissance de framboises. Et ça a été un partenariat avec Bishop University et puis la Western Family. Et donc ça a été réalisé ici au Québec. Et il y a eu un retour vraiment assez fructueux parce que on a pu cultiver des framboises tout au long de l'année. Donc voilà ce qui se fait vraiment dans la recherche. C'est juste un aperçu, mais j'espère que ça vous aidera pour réconforter comme quoi le domaine grandit de plus en plus. Il me reste encore quelques minutes. Je vais revenir un peu sur les points clés vis-à-vis de la recherche dans l'agrivoltaïsme. C'est sûr que ça aide l'amélioration de la résilience des cultures. On peut aussi améliorer la rétention de l'eau. On a des technologies innovantes. Oui, des modules photovoltaïques, c'est déjà existant depuis pas mal d'années, mais la façon de les utiliser, par exemple en fin de vie, ça devient innovant. On a des utilisations de matériaux transparents ou semi-transparents. Et puis, c'est vrai que les structures peuvent s'adapter à tous les besoins agricoles, que ce soit statique ou dynamique. La recherche croît fortement. Vraiment, l'intérêt est constant à travers le monde.
Et donc, on a de plus en plus de projets, de plus en plus d'études des cas. Et donc, c'est rassurant car les signaux montrent que l'agrivoltaïsme est vraiment un atout au développement de l'agriculture. Et pour les perspectives d'avenir, ben, on a les outils, les systèmes sont existants. On n'a plus qu'à les déployer avec soin, oui, mais on peut les déployer aussi rapidement. C'est sûr que c'est bien, ça va avoir un intérêt pour optimiser le rendement local des cultures, qui sont propres par exemple au Québec, au Canada, et puis participer sur le plan énergétique du Québec. Voilà, je vais finir rapidement avec l'équipe de la plateforme 3IT Énergie. Donc, c'est un professeur, Richard Arès, directeur administratif, puis Jean-François Lerat, directeur exécutif, qui a une grosse expérience aussi dans l'agrivoltaïsme. Et on est 4 professionnels de recherche, moi-même, développement des services, Alexandre Graillet, responsable informatique, et Maxime Weiss, qui est responsable des équipements. Et puis, Émile, qui est étudiant en maîtrise et qui finit d'ailleurs sa maîtrise à la fin d'août. Voilà, et qui m'a aidé justement à la préparation de cette présentation. Voilà, je vais finir sur merci. Et puis, grâce à vous, la recherche avance aussi. On a une infolette qui se fait tous les mois, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous abonner. Voilà, j'espère que vous avez plu et bonne continuation. Super, Fabien, c'était très intéressant. Euh, on va passer maintenant à Patrick. J'ai vu qu'on a des questions. On va les répondre encore une fois à la fin de toutes les questions. Donc, Patrick, la parole est à toi. Si tu veux, tu peux partager ton écran avec ta présentation. Bien, merci, Maxime. Ça me fait plaisir. C'est à toi. OK. Je fais de partager. OK, ça doit être écran ici, j'imagine. Est-ce qu'on voit? Je pense que oui, hein? Oui, on voit. OK, parfait. Mais bonjour tout le monde. Tu n'es peut-être pas en plein écran, Patrick. Ah, je ne suis pas plein écran. Oh, ouais, juste un instant. Toutes tes icônes aussi là. Mais... Plein écran. Est-ce que ouais, ça va? Super. C'est beau? OK. Bonjour tout le monde. Patrick Goulet, il y en a plusieurs qui me connaissent déjà. Je suis président d'Énergie solaire Québec. Très heureux de pouvoir enfin discuter de l'agrivoltaïsme avec un plus large auditoire. Puis je suis vraiment content de pouvoir participer à ce webinaire avec Natacha, Fabien et Simon. C'est vraiment, et Maxime. C'est vraiment excitant là, parce que là, il y a quelque chose qui se passe au Québec, là, enfin. Alors, je vais un peu. Mon aperçu, c'est. Je vais expliquer un peu pour ceux qui ne me connaissent pas Énergie solaire Québec, là, qui on est exactement, puis c'est quoi notre rôle dans le merveilleux monde du solaire. Alors, on existe depuis 1983. Ça a été fondé par deux architectes là, qui avaient décidé de faire des conceptions solaires passives. C'était surtout dans le bâtiment au tout début là, qu'on spécialisait. En 83, on s'entend, les panneaux solaires, un 100 watts, ça devait coûter à 1000 j'imagine, là, quelque chose du genre. Là. Alors, c'était pas vraiment le PV, on était plus dans le solaire passif, le thermique. Et il y avait toutes sortes d'activités autour de l'organisation. Là. On faisait des sorties solaires, on avait des ateliers, tout le temps pour initier le grand public et les gens à l'énergie solaire dans toutes ses formes. Il y avait beaucoup de conceptions, là. C'est surtout encore là, le bâtiment, là, mais plus tard dans le temps, c'est-à-dire les années, je te dirais, fin 90, début 2000, ça a commencé à être la tendance vers le PV. Là, ça commençait à être plus démocratisé, plus abordable. Alors là, on commençait à avoir beaucoup plus de concepts là, de construction PV, c'est-à-dire d'installation PV un peu partout dans la province. Les visites, là, c'était au Vermont, en Ontario, puis dans la province en général, là, on aimait vraiment faire ce genre de sortie-là. C'est très, très couru. À l'époque, si on regarde ici en haut à gauche, là,
le CA. J'étais membre du CA vers la fin en 2015, alentour de ça. Puis, bon, c'était Benoît Perron, là, qui est celui qui est dans le centre, qui était le président à l'époque, là, qui avait mis beaucoup d'efforts dans le mouvement. Puis, il est décédé subitement. Puis c'est là que j'ai pris la pôle de présidence. Alors, j'ai beaucoup de travail de ce temps-ci, ça, je peux vous le confirmer. On a un site web, puis c'est le répertoire qui englobe une bonne partie des acteurs, des installateurs, des consultants qui sont dans le domaine de l'énergie solaire. Alors, si vous cherchez quelqu'un, un installateur, n'importe qui, là, le site web Énergie solaire Québec sert à ça pour aider. C'est vraiment un service public. C'est gratuit en plus. Alors, il n'y a pas de problème, là. Vous pouvez aller magasiner votre installateur. Les membres du CA, bon, Énergie solaire Québec, je me suis entouré de grands experts. Vraiment, là, je suis même avec beaucoup d'humilité, là, j'ai vraiment des bonnes personnes autour de moi. Commencer par le VP Jimmy Royer, qui est un retraité du Centre de recherche Canmet au fédéral. Il est dans le domaine du solaire depuis 40 ans et l'éolien aussi, c'est un très grand expert là-dedans. Il y a Natacha qui est la petite dernière qui est rentrée dans le CA. Puis j'ai tout pelleté dans sa cour le dossier justement agrivoltaïque que j'avais toujours entre les mains. Puis je commençais à être un peu submergé. Alors Natacha a été ma bouée de sauvetage et elle fait très bien le travail. Ça, je peux vous le confirmer. Après, nous avons Bernard Cyr qui est le conseiller technique. Bernard, c'est un retraité de Hydro-Québec comme moi. Puis, il y a des très, très grandes connaissances pour tout ce qui touche au côté technique d'installation solaire. C'est un ingénieur en électrique, puis il était spécialisé en réseau à Hydro-Québec. Alors, Bernard, il est vraiment la bonne personne à contacter si jamais vous avez des questions d'ordre technique, de normes avec Hydro-Québec. Comment ça se passe? Bernard est la bonne personne. Ensuite, nous avons Yves Poisson, qui se trouve être notre conseiller scientifique. Yves, il est directeur au département du Centre de recherche Cadmet à Varennes. Puis, c'est vraiment notre conseiller, là. Il nous tient au courant de toutes les nouveautés, même la réglementation qui peut avoir changé en cours de route. Et nous avons Louis Bernard, Louis est le fondateur du Salon du véhicule électrique de Montréal. Et Louis a toujours encouragé Énergie solaire Québec, appuyé aussi l'organisation. Il a toujours fait en sorte qu'on soit toujours présent au salon avec notre kiosque pour justement pouvoir expliquer l'énergie solaire au grand public. Puis, il tenait à faire partie du CA. Bon, qu'est-ce qu'on fait en plus? Bon, on a écrit, j'ai rassemblé plusieurs personnes influentes dans le domaine du solaire au Québec pour qu'on aboutisse avec un mémoire qu'on a donné, on a déposé au ministère d'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. À l'époque, c'était Fitzgibbon. On avait écrit un mémoire sur les opportunités, puis aussi une étude sur le potentiel là, des toits qu'on pouvait solarisé là, au Québec. Alors, ça a été, ça a vraiment fait bouger les choses. Le gouvernement a eu plus d'intérêt avec l'énergie solaire. Puis, on a quand même eu beaucoup de questions de la part du gouvernement suite à ce dépôt de mémoire-là. Ce qui nous a amené à la commission parlementaire, parce que suite à ce mémoire-là, on a été invité par le gouvernement l'année dernière pour déposer un autre mémoire sur l'énergie solaire pour le projet de loi, la commission parlementaire du projet de loi 69. Alors, on est allé intervenir là pour expliquer et répondre aux questions des députés. Alors, notre rôle a beaucoup changé, Énergie solaire Québec. On est devenu beaucoup plus influent auprès des instances gouvernementales et Hydro-Québec même. On est là pour vraiment bien expliquer clairement puis les avantages du solaire au Québec, là, même si l'hydroélectricité est encore abordable. Nous croyons que c'est une opportunité quand même d'intégrer le solaire au Québec. Les choses sont en train de changer, évidemment. Là, on va commencer à en manquer. Alors, je pense que le timing est bon pour le solaire.
on a eu un colloque organisé conjointement avec CIMA+, Nergica et l'Université de Sherbrooke en partenariat avec Hydro-Québec. La semaine dernière, c'était ciblé, là. On a fait ça sur invitation. On voulait vraiment avoir les acteurs dans l'industrie de l'énergie solaire. Alors, ça a été un 2 jours là, vraiment intense. Là. On a vraiment aimé ça. Puis oui, l'année prochaine, il va en avoir une autre. À quel moment, là, il est trop tôt pour en parler, là, mais c'est certain qu'on va refaire encore ce colloque-là. Ça a été un franc succès, là, franchement, là, ça a dépassé nos attentes, vraiment dépassé nos attentes. Puis on a vraiment discuté de tout, autant la réglementation, la main-d'œuvre, les technologies, les financements. On a vraiment étendu là, sur le solaire, mais sur le solaire, sur le bâti. C'était spécialisé sur le bâtiment seulement. Autre chose aussi que je voulais parler, c'est le potentiel photovoltaïque du parc immobilier au Canada. Il y a un rapport qui a été écrit par justement le CanMet où Yves Poisson travaille là. C'est de ses collègues qui ont Sophie Pelland qui a écrit le rapport. C'est une grande étude sur le potentiel solaire sur le bâtiment pour chaque province. Le Québec, ben, nous avons un potentiel pour ce qui est des bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels. On a un potentiel de 48 TWh. C'est énorme. Puis ça ne compte pas les bâtiments industriels, puis ça ne compte pas les murs, ça ne compte pas les stationnements dans les centres d'achat. Il y a vraiment le 48 TWh est vraiment conservateur si on commence à ajouter tous ces espaces qui sont disponibles. Puis on ne parle même pas d'agrivoltaïsme ici, là, c'est vraiment juste les espaces disponibles sur toiture. Alors, on voit là, qu'au Québec, là, on peut vraiment faire une différence dans la production. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pouvait estimer. Je veux parler aussi du programme d'autoproduction. Étant donné que l'agrivoltaïsme, là, ça va vraiment toucher à peu près tout le monde là, en agriculture, c'est bon de savoir comment ça se commencer en ce moment pour l'autoproduction, c'est-à-dire le mesurage net. Alors, le programme, il va changer. Actuellement, le mesurage net, pour une installation monophasée, c'est 20 kW maximum d'installation. Puis le triphasé, c'est 50 kW. Mais là, il y a un dépôt qui a été fait, une demande à la régie qui a été faite par Hydro-Québec. Puis le nouveau programme va être, le plafond va monter, c'est-à-dire pour le monophasé, maximum, ça va être 40 kW, on a doublé du 20. Et le triphasé, ça va être 1 MW. Ce qui est intéressant, c'est le 1 MW pour justement les fermiers, les agriculteurs, parce que là, avec 1 MW, là, l'agrivoltaïsme va être intéressant pour eux. C'est vraiment. Puis aussi, ils ont des grands bâtiments. On peut mettre du solaire sur les bâtiments, les silos. Écoutez, ça vient d'ouvrir les portes là, pour justement le côté agricole. Alors, ça va être intéressant. Bon, pour ce qui est des programmes de subvention, c'est pas encore détaillé. D'ailleurs, Hydro-Québec a annoncé qu'il va y avoir 125 000 clients qui vont bénéficier d'un support quelconque pour des installations solaires. Ils veulent déployer ça étendu sur 10 ans. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Même, je vous dirais qu'il y a des pays en Europe qui le font dans une année. L'exemple que je peux donner, c'est la Suède. L'année dernière, en 2024, ils ont installé pour 1 gigawatt de solaire. Sur le 1 gigawatt, il y a 470 kilowatts, un mégawatt, c'est-à-dire, qui concerne le résidentiel, un autre 400 mégawatts qui concerne le commercial industriel, et le restant, c'est des parcs solaires. Alors, en Suède, qui a une population de 10 millions, c'est pas mal la population comme le Québec, un peu plus, et à peu près le même climat que le Québec, avec moins d'ensoleillement que le Québec, mais ils ont réussi, ils ont fait
1 gigawatt, c'est quand même énorme. Le Danemark, eux, petit territoire, mais ils ont quand même, dans une année, fait 500 quelques mégawatts, là, 545 mégawatts de solaire. Alors, c'est juste pour démontrer que ce que l'ambition de Hydro-Québec, 125 000 clients sur 10 ans, c'est sûr qu'il va y avoir une courbe d'apprentissage au Québec parce qu'on n'est pas. La main-d'œuvre est pas énorme, là. On va avoir besoin de bras, c'est assez clair, là, parce que si on divise sur 10 ans, 125 000, mais c'est 12 500 installations annuelles à faire au Québec. Alors, c'est sûr que la saison est courte. On ne peut pas faire grimper ces toits là, des maisons l'hiver. Alors, ça raccourcit le temps. 12 500 clients par année, c'est énorme. C'est beaucoup de travail. Bon, mondialement, je voulais quand même souligner ça, là, en 2023, il s'installe 1 gigawatt par jour de solaire à, à- à grandeur du monde. C'est énorme. 1 gigawatt pour quelqu'un qui ne sait pas trop qu'est-ce que ça peut avoir de l'air à l'échelle. Ben, on va prendre l'exemple. Hydro-Québec a de 40 gigawatts de puissance installée, c'est-à-dire hydraulique, éolien et un petit affaire de solaire. Mais c'est pareil comme si Hydro-Québec, on installe pour l'équivalent d'un Hydro-Québec à tous les 40 jours. C'est ça qui s'installe en ce moment sur la planète pour l'énergie solaire. C'est énorme, là. C'est fou braque, là. Puis probablement que les chiffres sont encore plus énormes en 2024. Je n'ai pas les rapports de ça, là, mais ça donne une idée là, de la vitesse d'installation du solaire au Québec. Bon, oui, j'aime toujours parler un peu là, des paradigmes, les paradigmes. Pourquoi seulement les toits? Quand je parle de solaire, quelqu'un me parle de solaire, il parle toujours pour installer sur les toits. Alors, ben, il y a pas juste les toits, là. C'est un peu ça là, qu'on fait comme travail à Énergie solaire Québec, c'est de dire aux gens, ben, il n'y a pas juste les toits pour installer des panneaux solaires. Si vous avez du terrain, on peut faire autrement. L'autre question, c'est toujours une histoire de la neige. Ben, la neige, l'influence de la neige sur les panneaux, là, c'est une perte de production à peu près de 5% annuel. Alors, ce n'est pas énorme. Ça ne représente pas vraiment. C'est souvent ce qui arrête les gens, c'est la neige sur les panneaux, mais c'est juste 5% de perte de production annuelle. Puis en plus, avec la technologie du bifacial, mais là, c'est encore plus court parce que le bifacial a l'avantage de produire des deux côtés et ce qui fait glisser la neige des panneaux, alors un net avantage du côté installation bifaciale. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre du bifacial sur les toits, puis c'est justement pourquoi que j'explique aux gens, si vous êtes capable de faire votre installation solaire ailleurs que le toit, si vous avez de l'espace, c'est une option à regarder. Puis voici des exemples justement là, d'installation solaire, pas sur les toits. Alors, on voit ici que la neige ne s'accumulera pas vraiment grâce justement à ces genres d'installations-là. Juste ici, le cabanon, on voit bien que tu peux aller déneiger toi-même si tu veux. Puis, sur des installations en poteau, mais on met du bifacial. Alors, la neige, elle ne demeure pas vraiment pas longtemps. Même chose ici avec les supports. On est vraiment dans des installations où tu peux vraiment optimiser là, en mettant du bifacial et aussi en ne pas utiliser le toit. Alors, si vous avez de l'espace, ça peut être une option pour vous. Bon, là, on va s'en venir à l'agrivoltaïsme. Moi, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à l'agrivoltaïsme. Je ne suis pas un expert, là. Je ne prétends pas de l'être. Je suis une personne qui aime ça, qui est très curieuse, puis qui aime connaître les nouvelles technologies. Puis quand ça vaut la peine d'en parler, mais moi, j'en parle. C'est mon rôle, l'Énergie solaire Québec, là. Ça concerne le solaire. Alors, moi, j'en parle et j'intéresse les gens. Là, maintenant, je suis content. Il y a vraiment des experts qui s'en occupent. Natacha, il y a l'Université de Sherbrooke. Il y a Simon aussi. Alors, moi, j'ai fait mon travail on peut dire, de sensibilisation, là, mais là, aujourd'hui, là, on a du monde vraiment sérieux là, qui prennent ça en main, puis youpi, tant mieux. Alors,
Les zones agricoles au Québec, là, ça représente 2 de la superficie. C'est très petit. Alors, c'est certain que parler de parcs solaires sur des terres agricoles, il n'y en est pas question, là, ça n'arrivera jamais là, à toute fin pratique. Mais l'agrivoltaïsme a justement cet avantage de pouvoir marier les deux ensemble, c'est-à-dire l'agriculture et la production solaire. Pourquoi l'agrivoltaïsme? Ben, ça présente l'avantage de s'installer rapidement. L'agrivoltaïsme, c'est le photovoltaïque, c'est-à-dire ça s'installe rapidement. C'est le déploiement qui est rapide, qui rend la chose attrayante. Et aussi, on est plus près des grands centres pour acheminer la production vers les consommateurs. L'agrivoltaïsme, ça répond aux enjeux d'agriculture et de la transition énergétique sans sacrifier l'un à l'autre. Les avantages, mais Fabien tantôt en a parlé, là, mais je veux quand même en reparler. La protection contre les aléas climatiques. Comme dans la photo qu'on voit ici, ça c'est dans le sud de la France, puis c'est des vignobles. Eux, ils se font beaucoup attaquer par le gel et la grêle. Alors, déployer au-dessus de la culture, ça a une forme de protection et aussi contre le gel également. Ça maintient la chaleur près du sol pour empêcher le gel de venir attaquer les plants. Alors, il y a quand même un avantage. Tu as l'amélioration du rendement, le développement des énergies renouvelables, le revenu complémentaire, comme il a déjà parlé, la valorisation des terres agricoles, la diminution d'utilisation de l'eau, très important, puis la biodiversité. Les types de cultures, ben, en faisant beaucoup de recherches, puis en regardant là, tout ce qui se faisait, les rapports que j'ai lus à gauche et à droite, là, bon, c'est vraiment toutes les cultures à peu près. Là. C'est pas nécessairement vrai que si on prenait un type de culture, qu'on l'essayait ici au Québec, que ça fonctionnerait. Il y a le climat qui vient jouer là-dedans, l'humidité, bon, il y a plein de choses là, qui viennent influencer là, la production, là, mais ici, on voit là, tous les types de cultures qui est déjà utilisé dans l'agrivoltaïsme. C'est quand même assez varié. Bon, ça, c'est des exemples là, que je suis allé chercher vraiment là, pour donner une idée là, de comment on peut faire des installations dans le type agrivoltaïque. C'est vraiment, puis c'est pas one size fits all, c'est vraiment là, selon ce que vous cherchez et aussi l'environnement où vous êtes. On va parler, on va revenir sur le sujet, là. Fabien en a parlé du vertical, là, mais moi, je vais en parler un peu plus profondément là-dessus. Là, c'est que j'ai contacté la compagnie Next2Sun, j'ai discuté avec eux, puis ils m'ont envoyé plein de documentation sur les avantages du vertical. Puis au Québec, ce genre d'installation-là est très avantageux pour la raison à cause de l'hiver, la neige, premièrement. Et aussi le fait qu'on peut produire, si on regarde le graphique ici, là, la ligne orange, là, c'est vraiment une production là, du vertical. Les panneaux sont installés pas en faisant face au sud, mais faisant face à l'est et à l'ouest. Puis c'est des panneaux bifaciales. Alors, ils produisent matin et soir de chaque orientation. Et c'est vraiment au moment où la consommation elle est plus en demande, c'est-à-dire début de journée, fin de journée. Euh, Si on regarde la ligne bleue qui se trouve être une production classique, si on veut, là, d'une installation France-Sud, ben, on voit que le maximum de production est vraiment à l'heure du midi et ce n'est pas nécessairement vrai que c'est à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. C'est vraiment les deux, les pointes du matin et fin de journée. Alors, le vertical pour le Québec, là, c'est vraiment quelque chose à regarder sérieusement. Puis, ce n'est pas une installation qui est complexe. On voit bien, là, c'est vraiment pas compliqué, puis ça prend pas de terrain, ça prend pas beaucoup d'espace, ça représente rien en fait de superficie. Puis l'agriculteur peut continuer quand même à utiliser sa terre, à cultiver ce qu'il veut. On peut même, on voit la photo ici avec les vaches, là, mais les clôtures, même les clôtures peuvent, on les convertit à des panneaux solaires verticaux. Ça peut être aussi une autre possibilité, là. Il y a vraiment là, des bonnes possibilités avec le vertical. Bon, qu'est-ce qu'on fait au Québec pour l'énergie solaire et pour l'agrivoltaïsme? On a des pseudo-installations, si on veut appeler ça de même, là. Pour ceux qui connaissent les jardins de l'Écoumène,
Ça fait un bout de temps qu'eux installent le solaire sur voyons, leur entreprise. Ça fait un bout de temps qu'ils ont déjà des installations. Je pourrais dire même qu'ils sont les précurseurs. C'est pas de l'agrivoltaïsme là, comme on connaît, mais ils sont quand même dans le domaine de l'agriculture et ils bénéficient beaucoup justement de l'énergie solaire. Et d'ailleurs, ils ont même une installation pour. Oui, Oui, oui. oui. As-tu Je suis quelqu'un qui. juste. Non, c'est juste moi qui ai ouvert ton micro. La pause, tu peux résumer ça, Oui, Patrick, dans à peu oui. près 2-3 minutes. Ah ouais, je finis là. C'est Je, je- parfait, c'est je suis parfait. à la fin là. Bon, il y a aussi le Jardin des Noirs qui a une installation solaire de 43 kilowatts qu'ils ont installée en 2018. Ils ont passé justement au téléjournal. Puis aussi, dans l'horticulture, lui, il s'en sert pour chauffer sa serre au printemps, là, quand c'est le temps de partir les fleurs. Puis si vous cherchez vraiment de l'information là, dans l'agrivoltaïsme, il y en a énormément beaucoup. Là, juste avec PV Magazine, faites un petit peu de recherche, là, vous allez tomber sur plein d'articles qui parlent de l'énergie solaire, l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire. Et vous avez ici PV Europe, là, si vous prenez ça en note, il y a un rapport là, disponible en ce moment. Là, vous avez juste à vous inscrire, puis ils vont vous envoyer, c'est gratuit. Puis ça donne vraiment là, les critères, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour partir un projet agrivoltaïque. Alors, c'est tout. That's all, Parfait. folks. Super. Un gros merci, Patrick. C'était vraiment intéressant sur tout ce que tu as présenté avec Énergie solaire Québec. C'est vraiment intéressant. Encore une fois, je mentionne avant de passer à Natacha, si vous avez des questions, de répondre dans le chat. Aussi pour eux s'ils se sont rentrés entre-temps dans le webinaire, n'inquiétez-vous pas, je vais vous envoyer un lien suite au webinaire avec toutes les présentations PowerPoint et tout ça, et un lien pour revoir le webinaire. Donc maintenant, sans plus attendre, la parole est à toi, Natacha, pour la suite de la présentation. OK, super. Je vais juste partager mon écran. Donc, moi, je vais aborder la question du potentiel de l'agrivoltaïsme pour les cultures sous abri. Donc, c'est un petit peu plus, comment je peux dire, orienté serre et tunnel et autres, là, en fait. Je suis super contente qu'on aborde le sujet parce que j'ai fait ma maîtrise sur l'efficacité énergétique des serres. Je m'intéresse aux énergies renouvelables depuis longtemps. J'enseigne actuellement à l'UQAM dans ce domaine-là. Puis, je pense qu'il y a comme un momentum, il y a vraiment une vague sur laquelle il faut surfer. Puis, ce que j'ai constaté, depuis quelques années, c'est qu'on a souvent comme un buzz sur une technologie en particulier, que ce soit on se tourne vers la biomasse, les thermopompes. Là, on commence de plus en plus à parler du solaire pour les serres. Donc, je pense que c'est vraiment, on est là, on est sur notre X par rapport à ça. Je pense que c'est important de considérer quand même les enjeux. Des fois, on se dit, ben voici, on va proposer une solution, mais on ne considère pas nécessairement ceux qui vont recevoir la solution, puis considérer leur réalité. Donc, je pense que l'agrivoltaïsme doit être vraiment une aide pour les maraîchers, pour les producteurs en serre, puis les agriculteurs. Puis c'est important de rappeler qu'il y a tout le temps une question de temps qui est vraiment importante à considérer quand on a vraiment la broue dans le toupette, qu'on part dans notre saison. C'est des fois difficile de prendre le temps d'adopter ou de considérer peut-être différentes avenues. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps, quand on a un peu plus de temps devant nous, de vraiment s'asseoir puis de voir, ben, est-ce que ça peut être envisageable le solaire, par exemple, pour nos projets, ou si on fait de l'accompagnement, de voir, ben, est-ce que c'est pertinent pour les besoins du client? Donc, sûrement, mais c'est de voir de quelle manière on va l'appliquer. Il y a toute une question de main-d'œuvre aussi, des fois qui fait en sorte que les gens ont moins de temps, on a moins d'employés, on a peut-être aussi un souci par rapport à comment on va entretenir les systèmes. Donc, c'est important de considérer ça. Il y a des coûts quand même qui peuvent être importants euh, pour différents segments d'un projet. Il y a des pertes, les aléas climatiques. Donc, on a quand même des enjeux à considérer. Puis nous, on veut arriver avec le solaire, puis proposer ça comme une piste de solution qui vient s'ajouter à d'autres. Donc, c'est important Avant, de considérer. Oui. avant que tu ailles trop loin, Natacha, ta caméra est fermée. Ah, elle est fermée. Elle est fermée si tu veux juste l'ouvrir. Je te laisse la suite après. OK. Je m'excuse. Bon. Donc, est-ce que c'est correct pour ma présentation? Tu Je peux vais la. rebasculer. C'est bon?
C'est parfait. OK, excusez-moi. Donc, en fait, pour la production en serre, on a des besoins énergétiques quand même à considérer, que ce soit au niveau du chauffage, l'éclairage d'appoint, ventilation, irrigation, des équipements divers, l'automatisation, puis vraiment le photovoltaïque va venir répondre aux besoins électriques. Donc, on ne parle pas nécessairement de répondre aux questions de chauffage, mais on parle de peut-être venir appuyer là, certains éléments dans nos solutions de chauffage. Bien entendu, le webinaire parle davantage de l'agrivoltaïsme, la production d'électricité, mais c'est sûr que le solaire peut répondre, l'énergie solaire peut répondre à des besoins comme pour du solaire passif, du chauffage. Ça peut être solaire thermique aussi. Donc, personnellement, comment j'aborde le solaire, c'est qu'on l'aborde pour ses différents avantages. Donc, il faut voir un peu plus large que la boîte où on parle seulement de l'agrivoltaïsme. Donc, c'est ça, le solaire PV, ben, ça va être vraiment appliqué pour l'éclairage. Ça peut être chauffage de certains aspects, climatisation, automatisation, haute demande, solaire thermique, le chauffage, les murs solaires, solaire passif, masse thermique, éclairage naturel. Donc, c'est des aspects qui sont vraiment importants à considérer. Il y a différents avantages. Mes collègues, tantôt, en ont nommé plusieurs. Donc, ce que je vois, c'est que même si l'agrivoltaïsme n'est pas énormément encore présent, ça reste que c'est quand même une technologie, le solaire, qui a fait ses preuves. Donc, je pense qu'on peut parler quand même d'une certaine maturité. C'est intéressant quand on veut aller vers une certaine forme d'autonomie. Il peut y avoir des pannes, des bris d'équipement. Nous, dans le domaine de la production en serre, on n'a pas vraiment la possibilité de jouer beaucoup parfois avec le risque. Donc, ça vient apporter une certaine sentiment peut-être de confiance. Ça vient rassurer si on a des systèmes de backup. Puis c'est intéressant parce qu'on peut composer avec le bâti déjà existant, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Donc, on pense souvent production en serre en milieu rural, mais il faut considérer de plus en plus l'agriculture urbaine. Donc, on voit des serres se développer sur des toits en ville, sur des terrains, par exemple, industriels ou autres. Donc, il y a vraiment différentes façons d'aborder le PV pour la production en serre. Sans nommer tout, mais vraiment, je pense qu'il y a une certaine pertinence à avoir. Il faut juste que ça soit appliqué de manière intelligente. Il y a quand même certains défis. On veut s'assurer d'avoir les bons produits, les bonnes solutions adaptées. Il faut penser à l'environnement, l'espace disponible, les contraintes spatiales, le sol également, voire au raccordement. Il y a des réglementations en vigueur. Puis il faut penser que la culture en serre, c'est un milieu qui est très hétéroclite, que ce soit par la nature des productions, plutôt la nature des entreprises, la sorte de production, la période couverte. Le type de culture aussi. Donc, on a vraiment des besoins qui sont quand même assez diversifiés. Et puis, souvent, quand j'aborde la question du solaire pour la production en serre, je rappelle toujours aux gens qu'il y a différents profils énergétiques. Il y a vraiment des profils plus low-tech, d'autres, disons, mid-tech, puis d'autres plus high-tech. Donc, je pense que si éventuellement on veut proposer des solutions, il faut considérer qu'on ne fait pas du drop-down, puis qu'il faut considérer vraiment les besoins des producteurs. Et ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes. Donc, on ne va pas pré-mâcher une solution. On va peut-être aborder ça avec des lignes directrices, mais on doit quand même rencontrer une solution qui respecte le profil énergétique de la production en serre. Donc, on pourrait voir ça sous forme de persona. Et il y a des préoccupations, bien, c'est sûr, il y a toujours le retour sur investissement, répondre en partie aux besoins des producteurs, fournir un véritable service aux terres agricoles, une solution pour les serres, pas nuire à l'efficacité des opérations, parce que, bon, souvent, les producteurs vont faire de la culture en serre, mais il peut y avoir aussi de la culture en champ, en sol. Donc, d'avoir une centrale photovoltaïque, est-ce que c'est nécessairement la formule qui est la plus pertinente? Pas nécessairement dans tous les cas. Donc, il faut, je pense, regarder un projet avec une vision un peu plus 360 et l'adapter. Donc, ce qui est important de considérer, je pense, avant même de proposer des solutions avec du PV, mais c'est de regarder vraiment, puis c'est ça que je dis toujours à mes étudiants, de regarder comment on peut diminuer les besoins énergétiques, particulièrement électriques. Donc, que ce soit au niveau des opérations, des produits qu'on peut employer, voir aussi au niveau des pertes thermiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des projets qui sont moins énergivores. Donc, on peut réviser tout ça et regarder aussi à avoir un environnement qui est approprié et composé avec tout ça. Donc, je pense que c'est important pour faire un projet qui tient la route d'avoir ces considérations-là.
Donc, on a nos profils énergétiques de nos cultures sous abri. Souvent, on y va avec des projets quand même assez standards. Nos clients peuvent avoir différents projets, mais on a quand même souvent des projets qui peuvent relativement se ressembler au niveau des besoins énergétiques. Donc, si on regarde, on a des projets qui sont un peu plus low-tech. On a des besoins peut-être en irrigation, mais pas nécessairement en éclairage ou en chauffage. Donc, on reste avec vraiment des besoins minimalistes. Donc, on regarde ici comme ça, on a nos tunnels chenilles ou tunnels chenilles gothiques, nos installations de tunnels parapluie. Donc, ça va être souvent des projets qui vont pouvoir peut-être bénéficier d'installations solaires, mais qui n'auront pas nécessairement des besoins très importants. Et souvent, quand on est en établissement de culture, on va y aller avec des installations progressives dans le temps. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut composer avec ça. Puis, si on aborde un client ou si on est nous-mêmes un producteur, on peut voir à se projeter à court, moyen et plus long terme, puis de voir comment on peut composer avec des solutions qu'on envisage, puis voir comment on va réaliser l'aménagement du site. Donc, c'est ça, on a des demandes pour le low-tech pour revenir aux caractéristiques, une approche minimaliste, demande énergétique basse, voire inexistante. On a des tunnels chenilles, par exemple, qui peuvent être plus ou moins longs, plus ou moins grands, prendre plus ou moins d'espace. Ça peut être également aussi des tunnels ou des serres, tout dépendamment. Ça peut être même des couvertures flottantes en champ. Ce n'est pas nécessairement tout le temps des structures très, très imposantes. Donc, souvent, on va avoir ces profils-là low-tech pour des serres froides ou très peu chauffées, autant pour des vivaces ou des annuels, que ce soit des fleurs, légumes, petits fruits ou autres, pas nécessairement de la culture à l'année. On peut aussi avoir à déplacer les structures pour faire de l'étirement de saison, puis faire de la rotation de culture. Donc, ce qu'on peut penser être pertinent à un endroit, puis de dire on va faire une installation à un certain endroit, il faut penser que des fois, nos structures peuvent bouger sur un site. Dans tous les cas, tantôt Patrick et Fabien disaient que les installations solaires peuvent protéger les végétaux notamment. Je pense que il y a aussi les abris qui peuvent le faire. Donc, il peut y avoir une harmonisation, je pense, des deux qui puisse être intéressante. On a les structures plus high-tech où on va avoir, par exemple, des serres jumelées. Souvent, c'est ce qu'on va voir qui vont accueillir, si on veut, des projets là, de solaire. Donc, ça va être comme justement des serres qu'on dit photovoltaïques. Donc, généralement, les serres comme ça ici vont être plus exigeantes au niveau des besoins énergétiques. Ça va être des systèmes, des environnements plus complexes qu'on va voir là. Donc, c'est toujours le défi, c'est de s'assurer qu'on puisse intégrer de manière intelligente les panneaux sur les installations. Nous, ce qu'on parle à l'interne avec mon collègue Martin, qui est le propriétaire de chez TC, c'est que, c'est sûr que tout se fait au niveau structurel, mais c'est sûr que ça peut être des coûts supplémentaires à cause des besoins en matériaux qui sont plus importants. Notre préoccupation, c'est que la lumière puisse toujours bien pénétrer dans la serre. Donc, c'est de voir à quel point on peut justement ajouter sans non plus nuire aux opérations. Nous, on essaie de privilégier le plus possible aussi peut-être une approche solaire passive. Donc, est-ce qu'on va mettre des panneaux pour produire de l'électricité au détriment des gains thermiques qu'on va aller chercher? Nous, on n'a pas nécessairement toujours les mêmes conditions climatiques qu'ailleurs. Donc, c'est sûr qu'il faut réfléchir à tout ça et trouver vraiment le scénario qui est le plus pertinent. Donc, si on voit les images à la droite où on peut avoir des systèmes d'irrigation ou pour avoir aussi de l'éclairage, souvent les projets plus low-tech n'ont pas nécessairement d'éclairage, ça peut être des serres individuelles, mais là, on en arrive à des projets un peu plus importants pour les besoins. Donc, les caractéristiques, c'est des serres souvent de 30 par 100 de longueur, quand même un peu plus hautes, donc c'est quand même intéressant. Il y a une belle diversification. On peut avoir des ombrières, des toiles thermiques, système d'irrigation, système d'automatisation. Donc, ça peut être intéressant, l'automatisation, pour justement avoir meilleur contrôle dans la consommation d'énergie, puis dans la façon d'exploiter les différents systèmes pour une production en serre. Donc, il y a différentes façons d'économiser de l'énergie. Puis, je pense que d'arriver à diminuer les besoins, mais ça permet aussi de peut-être voir à éviter le surdimensionnement trop important des systèmes. Il faut penser aussi dans le high-tech, on a des fermes verticales en milieu urbain et périurbain. Donc, dans un milieu densifié, ça va être intéressant d'avoir des productions intérieures. Généralement, la superficie peut ne pas être trop importante. On va avoir des modules de production sur plusieurs étages. On a un environnement contrôlé.
on veut faire de la mise en valeur énergétique, peut-être faire de la récupération d'énergie, voire peut-être composer avec des environnements déjà existants où on a un accès à l'électricité. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant aussi à exploiter là. Puis, on a une versatilité des projets. Il y a beaucoup de recherche et développement d'intérêt pour ce genre de projet-là, de ferme verticale. On peut faire les projets dans des garages, des entrepôts, des conteneurs, etc. Donc, on est moins dans un profil de serre ou tunnel comme on connaît habituellement. Donc, on voit qu'il y a une augmentation par rapport à justement la production des fermes verticales. Et puis, c'est quand même un montant important, là, des revenus importants qui sont associés à ça. Puis, c'est à l'échelle mondiale également. Donc, juste au Canada, on estime qu'on va avoir une augmentation de ce genre de projet-là de manière quand même assez importante. Donc, les applications pour les cultures high-tech, ben, c'est du maraîcher, ça peut être de l'ornemental. Souvent, on va voir des annuels comme des laitues ou des fraises en mode peut-être annuel. Il peut y avoir de l'hydroponie, aquaponie, aéroponie. Ça reste que j'ai moins vu de variété de projets ou de types de culture dans ce genre de projet-là. C'est souvent un peu le même genre de culture qui revient, mais ça reste qu'il y a toujours moyen de voir jusqu'où on peut emmener ça. Sinon, ben, des contraintes et des défis techniques, si on revient au site où on intégrerait une serre puis du agrivoltaïque, ben, ce qui est important de penser, c'est qu'il y a une versatilité des projets. Il y a des heures de production. Il faut penser qu'on a des heures de circulation, des heures de repos. Quand vous arrivez en agritourisme, par exemple, à quelque part, ben, on aime ça prendre le temps de s'asseoir à des endroits, de circuler sur le site. Le producteur, lui, va vouloir penser à avoir un dégagement autour de ses serres, va aimer ça avoir des blocs de planches permanentes, pouvoir circuler. Donc, il y a vraiment une organisation tant au niveau de la production qu'au niveau de l'expérience si les clients viennent sur le site. Et on a des haies couvents aussi. Donc, il y a une façon d'organiser un site. Et puis, comment on fait pour intégrer le solaire à travers tout ça? Et comment on fait pour l'intégrer déjà en amont si on est en phase de préconception? Donc, le but, c'est pas de décourager les gens de se tourner vers l'agrivoltaïsme. Au contraire, mais c'est juste de dire, voici peut-être certaines contraintes et défis. Donc, on va réfléchir aux meilleures solutions en fonction des projets. Donc, c'est important le dégagement autour des serres, comme j'avais dit tantôt. Pour le déneigement, la fenêtre solaire aussi. Si on a des obstacles, que ce soit de la végétation, que ce soit des bâtiments, ben nous, on veut s'assurer d'avoir un dégagement pour que les panneaux puissent profiter de l'ensoleillement, mais aussi pour que la serre elle-même puisse profiter de l'ensoleillement. Donc, les serres aussi, ce qu'il faut penser, c'est que ça peut être une très grande superficie. Donc, il faut se dire que peut-être qu'on va être un peu plus limité aux abords du terrain éventuellement. Il faut penser qu'il faut que ça reste fonctionnel. Donc, comment on peut intégrer les panneaux au bâtiment de serre? Ben, peut-être qu'on va y aller un peu plus aux extrémités ou peut-être y aller au travers sans mettre les panneaux complètement pour couvrir. On ne veut pas empêcher la lumière de rentrer. Les serres jumelées, ce qui est intéressant, c'est qu'on emmagasine la chaleur généralement au centre. On a des zones tampons sur les pourtours. Donc, les serres, peut-être, sont un peu plus aux extrémités. Ce n'est pas nécessairement toutes les serres qui vont être occupées en même temps. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir aussi à ce genre de choses-là quand on intègre les panneaux sur les structures? Culture bio-intensive, bien sûr, on a une petite surface optimisée, on ne veut pas de perte. On doit travailler le sol, on a des planches permanentes. Donc, comment on peut intégrer les panneaux à travers tout ça sans vraiment empêcher l'optimisation des cultures? On n'a pas nécessairement de prairies ou de vastes étendues dans tous les cas. C'est intéressant quand on a des pâturages ou des vastes étendues d'intégrer les panneaux, mais des fois, on se trouve à avoir un terrain de jeu un petit peu plus petit. Donc, c'est sûr que si on veut voir de plus en plus de petits projets intégrer du solaire, ben, c'est intéressant quand même de comprendre ces réalités-là au niveau de l'aménagement. Donc, si on regarde, par exemple, des cultures où on a des bêta-cartes, donc ça tolère un peu plus d'ombrage que certaines plantes. Donc, le photovoltaïque profite les panneaux du soleil. Les végétaux n'ont pas besoin d'avoir peut-être autant de lumière. Des fois, il y a des préoccupations par rapport justement au rendement. J'ai vu des études d'un biologiste de l'Université d'Arizona, M. Byron Gafford. Il fait des projets en Afrique, aux US puis au Mexique. Il disait que c'est à peu près un 10 de rendement
qui est moins important si on intègre les panneaux photovoltaïques dans les productions maraîchères. Donc, je trouvais ça intéressant quand même de commencer à sortir un peu plus de chiffres. Et on parlait, ben, au niveau de la chaleur pour les végétaux, est-ce que ça ne va pas créer une chaleur trop importante? Mais justement, la présence des végétaux fait en sorte qu'on peut aller chercher une température moindre d'à peu près un 10 degrés. Donc, je pense que c'est intéressant. Personnellement, si j'avais aménagé sous les panneaux, je m'assurerais d'avoir un bon drainage, d'éviter qu'il y ait une accumulation d'humidité, de voir à ce qu'il puisse avoir quand même certaine évaporation, si on veut, dans le sens où on veut s'assurer de ne pas peut-être créer des milieux propices peut-être au développement des maladies. Donc, je pense qu'il y a encore des tests à faire. Moi, c'est des idées qui me viennent en tête, là. Je veux dire, j'ai pas eu l'occasion de moi-même aménager un site comme ça. J'espère éventuellement un jour, mais je pense qu'on peut se permettre de se poser quand même certaines questions. Des intégrations de panneaux puis au serre, ben, il peut y avoir des contraintes, des défis auxquels on réfléchit. Ben, c'est vraiment l'orientation plein sud, les angles d'inclinaison pour éventuellement les intégrer. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes de luminosité? Le solaire passif, est-ce qu'on intègre du PV au détriment du solaire passif? Personnellement, je pense que c'est important de profiter de ce qu'on peut avoir d'accessible gratuitement. Quand même, un des postes budgétaires importants pour la consommation d'énergie pour les serres, quand c'est des serres qui sont opérationnelles sur une plus longue période, ben c'est vraiment la question du chauffage. Donc, je pense que peut-être les réalités d'ailleurs, ben ici, il faut quand même voir les ajuster. Donc, je pense que c'est quelque chose à conserver en tête. On voit des projets qui se font ailleurs, mais je pense qu'il faut adapter les intégrations des panneaux aux réalités d'ici puis à nos enjeux. SAR, ben c'est ça, gestion en port lumière, polyéthylène diffus. Bon, on s'est dit, ben, est-ce qu'il y aurait moyen d'intégrer éventuellement des panneaux à l'intérieur, à l'extérieur, comment on s'y prend? C'est mon collègue Martin qui avait réfléchi à différentes options. Le polyéthylène, ben, s'il est diffus, est-ce que les panneaux vont autant profiter de la luminosité? Ben, ça reste que je pense que peut-être que c'est intéressant de les appliquer davantage à l'extérieur, mais après ça, c'est structurellement, ben, c'est sûr qu'il faut quand même considérer, dans le fond, toute la charge structurelle, puis de voir qu'il va y avoir des coûts supplémentaires. C'est sûr qu'on peut se servir aussi des granges, des garages solaires pour justement voir à intégrer les panneaux. Donc, il y a différentes infrastructures ou structures sur un site qui peuvent être intéressantes pour intégrer les panneaux solaires. Donc, je pense que c'est important de voir le design de la structure. Renforcement, ça joue à une serre. Espace additionnel pour de l'équipement des batteries. J'avais visité une salle solaire passive qui, en même temps, avait quand même des panneaux photovoltaïques. Et puis, bon, il fallait quand même entreposer de l'équipement. Donc, il fallait penser à des ajouts complémentaires d'espace. Puis ça portait certains coûts aussi également un peu plus élevés. Donc, si on regarde, c'est par exemple un site qui est aménagé justement. J'ai pris ça sur un institut jardinier maraîcher. Donc, on est vraiment en mode bio-intensif. Parfois, on peut aller chercher 1,5 hectare à 2 hectares, puis on doit travailler, composer. Puis c'est sûr que ben, on veut vraiment optimiser toutes nos surfaces de culture. On veut vraiment pouvoir bien circuler. Donc, on voit vraiment que c'est très, très, très chargé. Donc, c'est sûr qu'on veut quand même réfléchir, ben, ça va être quoi les meilleurs emplacements pour les panneaux. Donc, je pense que c'est important de réfléchir avec une vision 360 degrés qui prend en considération différents aspects dans un projet. Donc, choix et design du site, c'est important. Regarder la topographie, l'orientation des serres, mais aussi des panneaux. La fenêtre solaire, éviter de réduire, on veut réduire le plus possible le masquage solaire, donc on va avoir une meilleure fenêtre solaire possible. Localisation, les ressources, les services, proximité du réseau électrique, réglementation, les vents, surtout pour les serres aussi. Mais on veut s'assurer si on a des haies ou des choses de construites sur le site, d'éviter peut-être que ça nuit à notre fenêtre solaire, mais en même temps, on veut aussi prévenir les vents trop importants. Donc, il faut toujours composer avec nos véhicules qui nous emmènent à destination tout en intégrant du solaire. Donc ici, ben, je pense que c'est important de voir le milieu, exemple rural, évaluer puis caractériser le terrain, regarder un peu, voir à l'efficacité
des panneaux à leur fonction, mais aussi de s'assurer que les serres et les planches de culture soient pas handicapés, si on veut, par les projets. Donc, on garde ce qui est vraiment sous la main, qu'est-ce qu'on a comme structure. Peut-être les panneaux, éventuellement, on peut les intégrer comme clôture ou sinon dans des îlots de biodiversité pour justement favoriser la présence des pollinisateurs. Des fois, on va avoir des patchs sur des sites, peut-être qu'on peut intégrer les panneaux à travers ça. Donc, on peut avoir différentes installations comme on voit en bas à gauche, puis on peut intégrer des panneaux de différentes manières dans l'environnement, mais pourquoi pas le faire en milieu rural. Donc, ça, c'est juste pour donner une idée ici comme ça de genre d'installation qu'ils pourraient peut-être recevoir éventuellement. Si elles sont suffisamment solides, les structures, on pourrait recevoir du solaire. Mais c'est sûr que, bon, on ne voit pas nécessairement toujours où on a des séchoirs de maïs, on ne voit pas nécessairement des serres tout proches, mais peut-être qu'on pourrait revoir des fois les configurations des sites. Milieu urbain, périurbain, les bâtiments industriels agrivoltaïques, c'est intéressant aussi pour des projets, par exemple, d'agriculture urbaine. Supposons que les projets se font dans des fermes intérieures ou si on a des serres sur les toits. Il peut y avoir des terrains vastes, contaminés ou des fiches industrielles qui peuvent servir à accueillir certains projets de culture. Puis en même temps, les panneaux. On peut intégrer les panneaux dans des ombrières, dans des stationnements, toits, façades photovoltaïques. Possibilité d'harmoniser vraiment le tout, l'esthétisme, l'architecture. Donc, je pense que c'est intéressant de voir comment on peut éventuellement s'y prendre. Ici, comme ça, c'est un projet, dans le fond, de panneaux PV au complexe des sciences à l'UQAM où j'enseigne. Puis là, on voit, c'est ça, c'est le cœur des sciences qui est couvert de panneaux photovoltaïques. Donc, c'est intéressant comme projet parce que c'est intégré dans le campus. On a même sur le toit de la bibliothèque des murs solaires, dans le fond, dont certains sont un peu plus standards pour le préchauffage de l'air, et puis un autre qui est un BIPVT, dans le fond, qui est un capteur PV thermique qui est en lien aussi avec le capteur solaire. Donc, on veut réussir à extraire de manière active la chaleur qui est produite par les panneaux photovoltaïques, puis on veut préchauffer l'air. Donc, on réussit à emprisonner l'air dans une espèce de fausse serre, et puis éventuellement, on réussit à prendre la chaleur et puis à la renvoyer dans les bâtiments. Donc, c'est quand même intéressant parce que là, on se met à travailler avec différentes technologies. Donc, on n'est pas juste avec les panneaux photovoltaïques. Et c'est un projet qui a été mis en place il y a quand même quelques années. Juste vous montrer un peu le genre d'installation qu'on trouve dans le secteur. On a ici comme ça une serre sur le toit du pavillon là, de sciences biologiques. Puis c'est ça, quand j'étais encore étudiante à la maîtrise, on regardait avec une caméra fisheye, voir OK, dans l'environnement, c'est quoi qui crée un masquage solaire? Est-ce que la serre est vraiment avec un emplacement optimal? Est-ce que même les panneaux solaires qui servent pour les lieux de parcomètre sont vraiment bien placés dans le secteur? Donc, on s'amusait beaucoup à regarder l'environnement, puis à avoir une certaine vision 360, puis à avoir à créer des synergies intéressantes. Donc, c'est le genre de projet qu'on pourrait voir éventuellement en milieu urbain. Donc, ici, comme ça, on voit une image de justement notre système BIPVT et ça peut donner une petite idée. Donc, nous, quand on fait l'intégration de mesures d'efficacité énergétique ou qu'on regarde à travailler avec différentes technologies, on travaille beaucoup avec le logiciel RedScreen que j'enseigne d'ailleurs cette session-ci. Dans le fond, c'est intéressant pour vérifier la viabilité financière et technique des projets, que ce soit énergie renouvelable, mesures d'efficacité énergétique ou autres. On peut voir, dans le fond, c'est quoi les retours sur investissement. Supposons qu'on décide d'intégrer des panneaux photovoltaïques à nos projets. Donc, on peut travailler sur du résidentiel, mais aussi du commercial, des projets de serre, projets industriels. Ça nous permet de voir aussi même les diminutions des gaz à effet de serre que rapporte l'intégration de certaines mesures dans des projets. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a différents outils avec lesquels on peut travailler et on peut prendre en considération dans la viabilité financière d'un projet, on peut prendre en considération les subventions et les différentes aides financières.
Ouais, non, Euh, oui, si tu es capable de faire un résumé rapide, ouais, là, il reste pas beaucoup de temps, puis on veut passer bientôt aussi avec Simon. il n'y a pas de problème. Donc, c'est important de considérer le calcul des charges, de regarder vraiment c'est quoi les demandes électriques pour pouvoir être en mesure de voir à répondre à nos besoins, vérifier le dimensionnement des projets, tout ça. Puis si on travaille à des logiciels comme par exemple Rescreen, donc regarder ben, c'est quoi les besoins d'une salle low-tech ou un peu plus high-tech, de voir c'est quoi nos réalités, puis d'être capable de faire un peu ses devoirs en amont quand on veut peut-être envisager le solaire. Donc ici, des aides financières, on a plusieurs pour diminuer augmenter l'efficacité énergétique, diminuer la consommation d'énergie, puis aussi pour se tourner vers des pratiques là, qui sont peut-être plus intéressantes et l'intégration d'énergie renouvelable comme le fonds EcoLeader, par exemple, l'accompagnement. Donc, ben voilà, il y a plusieurs opportunités. Je vais laisser la place à Simon là, pour parler de ces projets. Je vais arrêter de partager mon écran. Parfait, super. Je vois qu'il y a encore des questions qui rentrent. On va prendre le temps à la fin d'y répondre. Donc, c'est super intéressant. Un gros merci, Natacha. Maintenant, on va passer à Simon de Sunbird. Donc, Simon, si tu veux ouvrir ton micro et ta caméra, la parole est à toi. Ça marche, merveilleux. Merci à tous. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je vais, dans le fond, vous partager un projet qu'on a présenté à la Ville de Montréal en agri-PV, dans lequel Patrick et moi avons collaboré il y a quelques mois, peut-être années maintenant. Simplement pour vous aviser que les images utilisées sont un mélange entre nos images à nous et les images de Sun Agri, qui est une entreprise française, là. Donc, rapidement, le projet en question, c'était pour faire un système agri-PV sur l'ancien site de l'hippodrome de la Ville de Montréal. C'est un projet qui se voulait autant social que de recherche et que solaire, là. Donc, le mandat ou la vision, là, la mission, c'était d'intégrer un projet d'agrivoltaïsme à la ferme déjà existante de l'hippodrome pour accroître les cultures puis réduire l'insécurité alimentaire à travers un partenaire que vous allez voir plus loin dans le projet, là. Donc, on parlait de PV horizontal, d'agri-PV horizontal, agri-PV vertical, deux îlots séparés qui allaient être jumelés à différents types de cultures pour être capable de quantifier les effets sur la réduction d'eau, mais également les gains en culture, là. Donc, les partenaires dans le projet, évidemment, là, on avait l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce qui était promoteur. Le client était la direction d'aménagement urbain. Puis les partenaires, on avait la Société environnementale de Côte-des-Neiges, la cafétéria Multicaf, qui était celle qui allait valoriser les fruits et les légumes issus du projet cultivé sous l'agri-PV. Nous, l'Université de Sherbrooke et le CADMET qui se prêtaient au jeu pour, vous allez le voir plus loin, et quantifier l'impact réel. Donc, qu'on puisse se baser sur des données et non pas des assumptions ou ce qu'on pourrait extrapoler sans s'appuyer dessus. Donc, rapidement, bon, je pense qu'aujourd'hui, on a fait le tour de qu'est-ce que l'agrivoltaïsme représentait ou représente. Mais nous, on juge qu'il y a 9 bénéfices à aller de l'avant pour un projet d'agrivoltaïsme. Certains ont été mentionnés par Patrick, par Fabien, par Natacha. Je vous dirais que pour le projet en question, on cherchait à générer plus de fruits et de légumes en tonnage avec moins d'eau, tout en produisant une quantité d'énergie qui allait pouvoir être réutilisée pour les biens de la ferme urbaine. Donc, c'est un projet qu'on avait budgété à 350 000 avec des contributions pour des parties prenantes, puis une portion assujettie à une subvention de la ville. Donc, rapidement, là, vous êtes en mesure de voir là, combien un système pouvait coûter pour ce qui est des structures, pour ce qui est du système, pour ce qui est des équipements du Balance of System, puis la phase de test et la mise en service. Donc, phase de test incluait également l'implication de l'Université de Sherbrooke puis du CADMET, là. Donc, ce qu'on voyait, c'était vraiment, on voulait
sais, il y a 2 ans, je fais appel à toi, Patrick, là, mais il y a 2 ans, l'agrivoltaïque au Québec, c'était un mot qui n'était même pas dans le dictionnaire, là. Puis je pense que cette initiative-là, c'était pour la faire voir un modèle qui était énergétique, communautaire et environnemental avec l'institutionnel pour pour quantifier les retombées. Donc, c'était un modèle qui se voulait pour être reproduit dans plusieurs municipalités au Québec, mais également au Canada. Si on se ramène à aujourd'hui, l'agrivoltaïsme en ce moment, c'est peut-être un mot qui est utilisé plus souvent. Je regardais là, pendant la présentation de mes collègues là, toutes les bonnes questions qu'il y avait sur le rendement, l'indice carbone du produit final, comment l'injecter dans le réseau. C'est toutes des bonnes questions que nous, on avait ici répondu euh, parce qu'on devait rendre compte à la ville pour pouvoir faire avancer le projet. Donc, je vous inviterai, que ce soit dans la période de questions qui pourrait commencer dans quelques minutes ou par la suite, là, en dehors du webinaire, si vous avez des questions en lien avec un projet que vous souhaitez mettre de l'avant de votre côté ou que vous souhaiteriez avoir une expertise pour mettre de l'avant en collaboration avec nous, n'hésitez pas à nous écrire ou à m'écrire directement sur mon courriel ou via LinkedIn. Donc, malheureusement, le projet n'a pas vu le jour pour un changement de cap par rapport à la direction de l'urbanisme. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui, 1 an et demi plus tard, a encore toute sa pertinence et sa raison d'être, tant au niveau énergétique qu'environnemental et social, là, si on veut revaloriser la production de légumes et de fruits pour un organisme à but non lucratif qui servirait de la soupe populaire ou ferait des paniers pour les personnes dans le besoin. Donc, je vous avance. Vous voyez, c'est un projet qui peut se faire en une quarantaine de jours de réalisation de terrain, mais qui prend au total, là, je vous dirais, 3 mois à monter en conception, en recherche des bons matériaux et des bons collaborateurs, là. Donc, pour ceux qui se demandent combien de temps ça peut prendre de l'idée jusqu'à la mise en service, je vous dirais au minimum 3 mois. Si on est en mesurage net et qu'on doit s'interconnecter au réseau d'Hydro-Québec, le délai pourrait être un petit peu plus grand parce que les délais d'interconnexion ou d'acceptation du mesurage net ne sont pas définis dans un cartable, mais vont en fonction de la quantité de projets qui est demandé, donc en fonction de la sollicitation des équipes chez Hydro-Québec. Donc, avec le 5 minutes, je renvoie vers toi, Maxime, pour la période de questions. Parfait, super. Ben, un gros merci, Simon. C'était vraiment intéressant. On fait un beau wrap-up de tout ça. On a eu beaucoup de questions. Je vous souhaite à lever la main pour poser votre question de vive voix parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues dans le chat et tout ça. Donc, si vous avez des questions, je vous souhaite vraiment lever la main. On va autoriser votre micro pour poser votre question. Par la suite, je vois que Simon il a envoyé son courriel, mais je vais aussi envoyer le courriel de toutes les personnes, les participants qui ont été avec nous, donc le courriel de Fabien, de Simon, de Patrick, de Natacha. Vous allez pouvoir les contacter en privé sans problème là, par la suite concernant tout ça. Donc, on va commencer la première question avec Laurent. Je viens d'autoriser ton micro, Laurent. Tu vas pouvoir enlever ton micro et poser ta question par la suite. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, on t'entend très bien. Super, merci. Alors déjà, merci pour cette initiative. C'est vraiment très, très intéressant. Ça donne des bonnes perspectives pour l'agri-PV au Québec. On a beaucoup parlé des synergies entre la production végétale et la production électrique. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, l'agri-PV se fait également avec la production animale, des abris pour les bovins, pour le cheptel, pour la volaille, etc. Est-ce que c'est également envisagé lorsqu'on parle d'agri-PV au Québec? Peut-être que je pourrais dire quelque chose à cet effet-là. Oui, Natacha, je pense que... Ben, en fait, je pense que une fois qu'on va avoir répondu compris les besoins des producteurs, puis de voir justement à pouvoir quantifier ces besoins-là, j'imagine qu'on va être en mesure de pouvoir trouver des solutions. Ce que je sais, c'est que pour
pas pour la grille PV, mais pour les murs solaires, le préchauffage de l'air, ça, de plus en plus, on tend à voir quelque chose qui veut se développer là, pour notamment les producteurs de porc, là. Tu sais, je vois qu'il y a le solaire qui est quand même mis de l'avant, mais j'imagine que une activité comme aujourd'hui va permettre de développer davantage, là, puis on ne se contente pas juste des serres, là, mais tu sais, on va voir un peu plus large. Ça peut s'appliquer pour certains types certains segments. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas pour les autres. C'est juste d'être en mesure de comprendre les besoins de chacun et de proposer des solutions adaptées. Je ne sais pas si quelqu'un Parfait. d'autre veut ajouter, là, mais. Non, Ouais, ça ben, répond très Natacha, bien. je Ouais, dirais ben moi, peut-être que je partage exactement ton point. Il y a par contre sur certains projets qu'on a, nous, évalués dans les années, une question de vocation du site ou du sol ou de la terre visée. Donc, il y a, puis c'est là où je trouve que c'est présentement, on est dans les débuts, là. C'est un petit peu flou sur la caractérisation de la vocation, mais c'est une question de pourcentage d'utilisation. Je pense que si un terrain est déjà voué à de l'élevage de bétail, puis qu'on vient le jumeler avec de l'agri-PV, j'y vois pas d'inconvénient. Euh, Par contre, de prendre un champ qui est aujourd'hui en culture, puis de venir le jumeler en agri-PV, il y a une certaine, du moins de ce que nous, on a eu comme feedback là, du MAPAC, c'est une certaine proportion agri-PV versus culture, pour pas que ça devienne pour pas que l'agri-PV devienne une raison, puis que la culture en dessous ne devienne pas l'élément principal. Malheureusement, je n'ai pas rien de plus concret et de chiffres à vous donner, Laurent, mais c'est ce qu'on a eu comme feedback dans les projets qu'on a évalués. Donc, c'est oui, la réponse, c'est envisagé. Je pense Alors, qu'il y a des nuances à apporter. super. Alors, si elle est oui, alors je posais aussi la question, mais merci de vos réponses à tous les deux. Natacha, à un moment dans ton PowerPoint, tu parlais de revenus pour l'agriculteur. De quel revenu tu parles? De l'énergie solaire, à ma connaissance, on n'a pas la capacité aujourd'hui de venir apporter des revenus supplémentaires à l'agriculteur lorsqu'on met l'agri-PV. Non, mais c'était plus pour par rapport à ces productions vraiment, là, les rendements, les légumes, les ventes, tout ça. C'est pas pour de la production là, pour C'est pas des la vente revenus d'électricité. en Non, c'est monnaie, ça. c'est pas de l'argent, mais c'est des rendements qui augmentent, c'est ça que tu voulais évoquer. Mhm. D'accord, autant pour moi, très clair. Merci à vous, Mais Laurent, merci à si je tous. peux me permettre aussi, on a évalué des projets où il y avait, bon, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas monétiser les crédits d'Hydro-Québec, là. Mais est-ce que pour toi, une économie d'énergie, ce serait vu comme un revenu supplémentaire? Si oui, ben, avec l'agri-PV, c'est possible. Euh, Simplement que de venir générer de l'argent, concrètement, là, de monétiser l'énergie injectée dans le réseau présentement, c'est pas quelque chose qui est possible au Québec, là. Peut-être que dans un futur rapproché, ce le sera. On se ben, croise les doigts. ouais, ben, ça va être possible là, avec l'appel d'offres. Là, l'appel d'offres du 300 MW qui s'en vient à grands pas. Euh, tu peux proposer un projet agrivoltaïque dans cet appel d'offres-là qui va être un revenu pour justement. C'est confirmé ça, Patrick, de mettre de l'agri-PV dans ces projets? Non, ça, je ne peux pas te le Ah, confirmer. d'accord. C'est la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu proposes un projet agrivoltaïque dans le cadre du 300 MW, mais alors là, tu vas peut-être être accepté. Là, je ne sais pas. Là, je fais juste spéculer là, de ce côté-là. Merci pour vos réponses en tout cas. Super, parfait. Donc, Caroline, j'ai activé ton micro. Tu vas pouvoir l'enlever et poser votre question. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Allô, moi j'ai un développement agricole pour une ferme sur un site qui est pas déjà branché à Hydro-Québec. Puis dans le fond, j'aimerais savoir vers quelles ressources je peux me tourner pour faire l'évaluation financière, mais aussi de cycle de vie entre mes deux options qui seraient soit de faire un branchement Hydro-Québec, donc amener Hydro-Québec à cet endroit-là, ou une autonomie avec le solaire. Donc, quelles ressources? Puis tu sais, y a-t-il des ressources neutres aussi, là, non partisanes, vers qui on peut se tourner? Est-ce que je peux répondre?
Je sais que souvent, on a des étudiants à l'université qui travaillent sur des projets justement de pouvoir comparer différents scénarios puis regarder la faisabilité économique. Donc, c'est ce genre de projet qui pourrait peut-être être abordé là, par mes étudiants à l'université. Sûrement, toi aussi, Fabien, de ton côté, du milieu institutionnel ou académique, c'est quand même relativement neutre, là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Fabien. Oui, moi, je suis de ton avis, hein, c'est ce que peut-être qu'on serait peut-être les plus neutres là, ou à part après, si tu peux faire appel à un cabinet de Ouais. consultants aussi là, privé, puis il faut voir après l'affiliation. Mais voilà, les universités peuvent aider dans ce sens-là. Donc, je pourrais vous contacter Ben oui, pour avoir des références. Parfait. Merci beaucoup. ça fait plaisir. Super. Donc, on va passer maintenant à Stéphane. Votre micro est activé, donc vous pouvez enlever le micro et poser votre question. D'accord, merci. Ma question, en fait, c'est au niveau de la rentabilité globale énergétique d'une installation. Je me pose la question suivante. On a des données, par exemple, sur combien d'énergie ça peut produire un panneau solaire. OK? Et puis, après ça, bon, on est capable d'amortir, bon, ben, combien de temps ça va prendre kilowattheure généré pour amortir tout ça. Et je me pose la question un petit peu plus loin, à savoir pour l'installation complète. C'est-à-dire, je pars par exemple aujourd'hui d'une parcelle de terre agricole. Je désire installer, par exemple, des panneaux solaires. Mais pas, là, je ne parle pas vraiment d'agri-solaire, je parle vraiment purement de solaire. Donc, de ne pas avoir d'agriculture, mais que solaire. Est-ce que, en fait, en combien de temps est-ce que l'énergie globale nécessaire pour ce projet-là? Et là, j'entends la production du panneau solaire, la production de la structure, la production du cuivre pour le filage. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument tout, y compris les camions qui vont transporter tout ça, amener le matériel, qui ne seront probablement pas électriques, mais bref, une approximation énergétique globale de tout ce que ça implique, mais absolument tout, pour avoir une idée du rendement global absolu énergétique. Donc, quand on veut produire, ben, par kilowattheure, par exemple, combien ça va prendre de temps avant que ce soit rentabilisé, break-even point, si on peut dire, mais au niveau énergétique, pas au niveau monétaire, mais qu'au niveau énergétique. Je parle vraiment de tout. C'est-à-dire, il n'y a rien là en ce moment sur la Terre du fait qu'il n'y a rien, puis on part de là et on s'en va jusqu'au fait où est-ce que tout est installé, tous les déplacements, les consultations, les gens sont voyagés, il y a eu des meetings, tout ça, tout ce que ça inclut comme déplacement, construction, etc. Oui, je vais peut-être y aller rapidement, là, mais si quelqu'un après veut peut-être répondre. Mais je te dirais, pour connaître, moi, je t'ai partagé un peu un document là, sur les panneaux solaires qui peuvent démontrer l'énergie, le payback énergétique. Après, ça va dépendre de quel panneau solaire, tout simplement. Il faut savoir que l'industrie aussi fait des efforts pour consommer de moins en moins d'énergie. Donc, c'est pour ça, ma parenthèse sur le verre, c'est que les entreprises qui fabriquent du verre, donc le principal composant du module, ils commencent à avoir des énergies presque, enfin réduites, de grande importance, voilà. Et en fait, pourquoi c'est compliqué d'avoir le total? C'est que tout va dépendre de où tu vas choisir tes équipements, que ce soit ton module, que ce soit ta structure, ton aluminium et ainsi de suite. Moi, je te dis, le meilleur choix, c'est de savoir où tu prends ces composants. Si tu prends l'aluminium qui est fait au Québec, bah, l'énergie, elle est déjà propre. C'est déjà de l'hydroélectricité pour fabriquer certaines structures. Donc après, en fait, ça va être en fonction des équipements, des systèmes que tu vas sélectionner qu'il faut regarder au niveau des normes ISO, des normes IEC, s'ils respectent en quelque sorte certains paramètres d'énergie. Voilà. Mais ça serait intéressant de connaître pour un cas précis, par exemple. Si tu connais un cas précis que tu veux évaluer, bah, on pourrait peut-être essayer de se plonger là-dedans. Ce que j'allais dire, c'est un beau casse-tête pour l'Université de Sherbrooke, M. Melançon. Je pense la question est bonne, mais aussi utopique, là, parce qu'un projet réalisé au campus de l'Université de Sherbrooke n'aurait pas du tout le même cycle la même réponse qu'un projet fait sur le campus de l'Université Laval ou celui de l'Université du Québec en Outaouais. Même, je pense, un projet chez vous n'aurait pas le même score qu'un projet chez votre voisin d'en face.
Parce qu'il faudrait carrément inclure déjà cette rencontre-ci dans votre projet, là. Donc, tout mapper, je pense que le chiffre qui sortirait de ça serait peut-être un peu, d'un, compliqué à obtenir, mais de deux, désolant, là. Je pense que euh, ce serait mon commentaire là, par rapport à. Donc, la réponse pour moi, c'est il n'y a pas de réponse fixe. Même si quel panneau on choisit, quel onduleur, quel aluminium pour la structure, le forage pour les plus vissés, au bout de la ligne, il y a des entreprises de transport au Québec qui roulent au électrique, puis d'autres au propane, puis d'autres au diesel. Juste ça, ça vient modifier la réponse grandement. Exactement. Merci d'ailleurs, Fabien et Simon, d'avoir pris le temps de répondre. Je trouve que c'est une question qui est quand même importante à se poser. Puis, je comprends qu'on ne peut pas avoir de données précises. C'est drôle parce que quand je parle à ChatGPT, une question arbitraire, je me dis, je ne peux pas vous donner de réponse précise, mais je ne demande jamais une réponse précise, en fait. Mais je me dis, il doit y avoir quand même une ordre de grandeur. Est-ce qu'on a un facteur 10 entre le moins énergivore et le plus énergivore, ou est-ce qu'on a un facteur 100? On est quand même capable de connaître une plage. Au même titre que pour un panneau solaire, aujourd'hui, on demande c'est quoi l'efficacité, mais on va dire que ça va varier, c'est entre 15 et 30 par exemple. Donc, d'avoir une étendue, d'avoir une plage dans laquelle on sait qu'on peut au moins avoir une ordre de grandeur, de savoir dans quelle efficacité énergétique absolue est-ce qu'on sent quand on a un projet d'énergie solaire. Je pense que la question est très, très pertinente parce que sur du long terme, si tout ce que ça prend pour produire de l'énergie solaire prend un temps qui est plus grand que la durée de tout ça à rentabiliser énergétiquement, ben, ça n'a aucune valeur, sauf pour absorber des pics du moment, mais pas pour ajouter des kilowattheures sur la planète. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens de ma question. Oui, tout à fait. Ouais, Moi, ce que je comprends, excuse-moi, Patrick, là, je vais oui, répondre oui. rapidement. Moi, je pense que dans un avenir proche, on va avoir de plus en plus de solaire. Donc, tu vas produire ton électricité de toute façon propre avec du solaire. Donc, que tu sois avec une grosse consommation, oui, je comprends le point. Mais si tu produis l'énergie propre, y a plus de, on va dire qu'il y a plus de problème en quelque sorte. Moi, je pense que cette consommation va disparaître en quelque sorte parce qu'on va se tourner vers des énergies de plus en plus propres. Mais Ouais. je comprends en fait le point de Stéphane, c'est que même si ce qui est produit, c'est fait de manière propre, si pour produire l'équipement qui produit de l'énergie, c'est pas plus propre que ce que le système produit dans toute sa vie, on tourne en rond. Je comprends le point, mais je vous lancerai, Stéphane, Exactement. peut-être la même réflexion sur une centrale diesel ou un barrage hydroélectrique. Quel est l'impact environnemental pour la construction d'un barrage, puis comment on fait pour la répartir sur la durée de vie de celui-ci? Je pense que au final, ma réponse reste la même, là. Malheureusement, avec tout ce qu'on connaît, je ne suis même pas en mesure de vous donner une plage, là. Parce qu'un projet fait à Boucherville serait peut-être 4 fois moins qu'un projet fait à Thetford Mines. C'est aussi Effectivement, bête que mais ça vous peut avez bien paraître. vous avez bien compris ma question. C'est exactement ça. Et puis, mais je pense que, je veux dire, ce sont des données qui mériteraient à être connues. Il devrait y avoir des efforts de fait pour Ben, connaître ça. Ben, en fait, il y en a, là, si tu fais un peu de recherche, là, on va commencer avec le PV, là, ils appellent ça l'empreinte carbone, là, au bout de la ligne, c'est ça, pour la fabrication, là, mais le PV aujourd'hui, l'empreinte carbone, est à l'intérieur de 2 ans. Fait que tu as déjà là, une donnée là, puis la plupart des cellules sont fabriquées en Chine, là, puis on sait que c'est quoi qu'ils utilisent en grande majorité encore, c'est du charbon pour produire, mais ils ont tellement rendu efficace la fabrication des cellules que ça a beaucoup baissé l'empreinte carbone. Fait que de ce côté-là, ça existe. Il y a plein d'études pour chaque matériau. Puis de toute façon, on pollue à tous les fois qu'on produit quelque chose. Ça, là, on s'en sauvera pas, là. C'est de la manière qu'on va le faire dans l'efficacité qui va faire que le retour va être plus court. C'est vraiment ça. Puis comme les autres ont dit, ben, ça va dépendre de dans quel endroit tu vas faire ton projet aussi, toute la distance là-dedans. Tu vas brûler du carburant pour aller là, pour le faire. Ben, il y a déjà des études comme ça pour justement voir c'est quoi l'impact là, sur si s'il y en a un qui est grand ou petit ou.
peu importe, là, c'est une grosse question quand même, là. J'aimerais Oui, ça oui, juste effectivement. ajouter quelque chose. Nous, à l'université, dans un cours à l'automne, on fait toujours faire un travail sur l'analyse de cycle de vie d'un produit. Ça peut être différentes choses. Ça pourrait être le panneau photovoltaïque. Puis on essaie de faire comprendre aux étudiants justement que oui, l'application est intéressante, mais je veux dire, regarde de A à Z du début, si on veut, à la fin. Euh, il y a différents aspects à considérer. Est-ce que finalement une approche est mieux qu'une autre? Même si sur le coup, ça semble que oui, puis la réponse la plus facile, c'est ah oui, nécessairement, c'est intéressant. Il y a effectivement beaucoup de recherches qui sont faites sur les différents types de matériaux, leur analyse de cycle de vie, que ce soit pour des isolants ou autre chose. Puis il y a le CIREG notamment, puis différentes organisations quand même qui se penchent sur justement comment faire l'analyse de cycle de vie de projets ou de produits. Donc, je pense qu'il y a quand même là, de l'information qu'on peut trouver. Puis, il faut y aller avec une suite logique, puis avoir une compréhension, c'est quoi un projet, l'analyse de cycle de vie, tout ça. Puis, on peut quand même réussir à se faire une certaine tête, là, mais il y a encore de l'information à aller chercher, mais c'est pas quelque chose d'impossible. D'accord. Merci beaucoup, Patrick et Natacha. Puis oui, c'est exactement à ça que je parle, en fait. Je parlais aussi, tu as soulevé un point aussi, Natacha, sur, je pense peut-être que c'est Patrick ou Natacha, vous avez soulevé un point aussi sur quand on le compare à d'autres façons de produire de l'énergie, eh bien, on peut appliquer le même principe et tout à fait. Donc, ma question était aussi autant relative par rapport à d'autres façons de produire que dans l'absolu aussi, à quel moment est-ce que le break-even point énergétique est atteint pour l'ensemble de tout ce que ça engendre. Effectivement, moi, je suis énormément intéressé à ça. Et puis, je vais faire des recherches. Si vous avez des liens à partager aussi, je suis très ouvert et ça va me faire très plaisir de les consulter. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Ça fait plaisir. Fait plaisir, fait plaisir. On n'a plus de questions, donc je vais en profiter. Je vous envoie présentement dans le chat un petit sondage sur notre webinaire. C'est quelques petites questions là, rapides. Il va aussi se trouver par la suite sur le courriel. On va prendre encore 2 petites minutes s'il y a des petites questions rapides. Sinon, on va terminer ça. On va attendre encore quelques petites minutes. Sinon, on va terminer le tout avec le webinaire. Donc, je prends encore le temps de dire qu'on va vous envoyer un courriel avec toutes les informations, toutes les PowerPoints qui ont été présentés aujourd'hui et tout, avec un lien aussi pour que vous puissiez revisionner le webinaire au complet. Et les courriels de tous les participants, donc le courriel de Patrick, de Simon, de Natacha et de Fabien, ils y retrouveront aussi. Donc, si vous avez des questions plus personnelles, vous allez pouvoir leur envoyer un courriel sans problème. Donc, j'envoie le lien du sondage. Ça prend 2 petites minutes à répondre. Ça va nous faire grandement plaisir si vous participez en grand nombre. Donc, on va attendre encore une petite minute et après ça, on va quitter le webinaire d'aujourd'hui. Super. Moi, je voulais juste remercier là tout le monde, mais peut-être lancer pour l'avenir là, c'est que ce webinaire avait pour but de réunir virtuellement, mais on espère lancer un événement présentiel incessamment sous peu. Donc voilà, le but, c'est d'après qu'on se rencontre de vive voix et puis qu'on réseaute davantage. Ben, c'est ça, en conclusion, c'est de créer un effet de communauté, puis de voir à pouvoir échanger l'information, puis même si justement vous êtes des producteurs ou vous êtes en lien avec des producteurs, que vous voulez contribuer à nous aider à aller chercher l'information pour justement voir c'est quoi les besoins énergétiques des différents segments de producteurs, que ce soit pour du maraîcher ou autre. N'hésitez pas qu'on soit en relation pour pouvoir justement faire toujours avancer un peu plus le dossier. Oui, puis moi, j'aimerais juste vous dire que quand j'ai commencé à regarder l'agrivoltaïsme, je connaissais que dalle, zéro une barre. Puis c'est juste en faisant la recherche, là, l'information, là, il y en a tellement sur Internet, là, vous allez avoir le tournis, je vous le dis, là. Si vous êtes vraiment intéressé, là, faites-en de la recherche, puis contactez-nous, on va vous aider là-dedans, là. Moi, j'ai vraiment là, rencontré, puis en plus, j'ai échangé avec l'Europe là-dessus, là, mais l'information est là, elle est vraiment là. Il y a même des bons reportages et documentaires aussi, là. Faites un peu de recherche, soyez curieux comme moi, là. Super, super. Ben, écoutez,
Il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est ce qui met fin au webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé en grand nombre. Ça fut vraiment un échange hyper pertinent. Merci à tous d'avoir participé. Comme encore je mentionne, je vais vous envoyer toutes les informations par courriel avec tous les contacts et tout ça. Donc, à mon nom, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi à tous. Donc, merci et bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye.